Bon les amis, est-ce que vous êtes prêts pour votre dose de frissons? Aujourd'hui, 3 histoires d'horreur qui, je suis sûr, vont vous faire froid dans le dos. Et soyez prêts, car toutes les histoires sont juste des masterclass. Alors oui, je spoil bien comme il faut, mais c'est comme ça. Mais avant toute chose, comme à notre habitude, question simple, réponse simple, pour faire plus connaissance. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir quel est votre plus gros objectif dans la vie. Alors moi, je vais vous le dire, mon rêve le plus fou, désormais, c'est de créer la meilleure des communautés sur la chaîne du Joker. Et donc de pouvoir, par la suite, créer un livre ou une BD, comme j'en ai déjà parlé sur des vidéos, ou même créer un mini court-métrage dans le domaine de l'horreur. Et si en plus je peux créer tout ça avec vous, ce serait juste génial. Et si vous me connaissez pas encore assez, moi je suis quelqu'un d'assez déterminé, donc quand je veux quelque chose, souvent je l'ai. Ça fait un peu bizarre de dire ça quand même. Bon, maintenant que vous savez tout, je vous invite tous et toutes à ouvrir bien grand vos oreilles pour la première histoire de cette vidéo. C'est parti. Pour cette première histoire, on va parler de 4 copines de fac qui ont l'habitude de se réunir une fois par mois, chaque samedi, afin de faire une soirée entre filles. Et je vais vous donner le nom des 4 copines qui s'appellent Morgane, Alexia, Ludivine et Héloïse. Mais on va surtout parler plus de Morgane. Et il faut savoir qu'au moment de l'histoire, il fait assez chaud. C'est une période d'été, donc elles vont se donner rendez-vous dans un parc pour profiter du soleil et être à l'air frais. Morgane, du coup une des 4 copines, elle n'a pas pu se joindre à la soirée car elle va rester chez sa grand-mère qui vient de sortir de l'hôpital et qui est donc un petit peu en convalescence. Morgane décide donc de passer du temps avec sa grand-mère et comme elle est assez fatiguée, elle rejoindra ses amis en FaceTime un peu plus tard pour être avec elle. Alors c'est donc tout naturellement que les 3 copines se rejoignent dans un parc pendant que Morgane dîne toute seule avec sa grand-mère. Une fois le dîner terminé, sa grand-mère va s'installer dans son lit pour se reposer et dormir tandis que Morgane lance un FaceTime pour rejoindre à distance ses amis. Et la soirée se passe normalement dans le parc avec les 3 copines, donc plus Morgane qui est en FaceTime. Les 4 copines jouent ensemble à un jeu d'alcool, une sorte d'action ou vérité, où il faut a priori boire quand on ne préfère pas répondre. Et alors que l'alcool monte, 2 jeunes garçons se dirigent vers les 3 filles afin de faire plus ample connaissance. En gros, Morgane explique qu'ils sont venus pour dragouiller un petit peu et demander leur numéro de téléphone. Les 2 garçons ne sont pas très lourds, mais ils n'intéressent pas plus que ça les 3 filles du coup qui restent, les 3 copines de Morgane, qui préfèrent rester entre elles ce soir. Et une des copines va donc donner son numéro de téléphone pour être un peu débarrassée d'eux. Et ça marche car ils partent juste après ça. Morgane va leur faire un petit peu la morale, car donner son numéro de téléphone à des inconnus, c'est pas le meilleur move à faire. Il faut simplement donner un faux numéro et basta. Les filles vont alors partir en débat, ils vont discuter de ça, alors qu'en même temps, Morgane part se démaquiller dans la salle de bain de chez sa grand-mère. Et elles discutent tout ensemble de ça. Morgane pose son téléphone sur le lavabo pour rester en FaceTime et être visible avec ses amis. Et d'un coup, une des copines de Morgane commence à pouffer de rire. Toutes ne comprennent pas pourquoi, mais ceci explique que Morgane est mal placée pour dire qu'il ne faut pas donner son numéro à des garçons, car elle a très bien vu, à travers le FaceTime, que Morgane est avec un garçon chez sa grand-mère. Alors Morgane, elle comprend pas trop, elle dit que non, elle est toute seule chez elle et sa grand-mère, et qu'elles sont que toutes les 2. Ses copines rigolent à travers le FaceTime et lui disent que c'est une coquine et qu'elles comprennent mieux pourquoi Morgane ne voulait pas venir au parc ce soir-là. Et Morgane, de son côté, en fait, elle comprend vraiment pas pourquoi, car elle est vraiment seule chez sa grand-mère, donc elle commence à s'énerver un petit peu en disant non en fait, il y a vraiment personne chez sa grand-mère, elle est toute seule. Et c'est alors qu'une de ses copines dit d'un ton beaucoup plus sérieux par contre, j'ai vraiment vu quelqu'un passer derrière toi dans la salle de bain, c'est pas une blague. Et là l'ambiance, elle est un peu mi-figue mi-raisin. Morgane pense à une blague de ses copines pour lui faire peur, sauf qu'en fait, elle réalise que le visage de sa copine a radicalement changé. Morgane va alors sortir de la salle de bain pour rejoindre sa chambre et s'enfermer, sauf que lorsqu'elle sort de la salle de bain et qu'elle se dirige vers sa chambre, elle peut voir que sa porte est complètement fermée. Sauf que Morgane, à ce moment-là, elle est sûre qu'elle a laissé sa porte ouverte pour aller se démaquiller. Elle va donc rebrousser chemin pour retourner dans la salle de bain et Morgane explique à ses amis qu'elle va raccrocher pour appeler sur le portable de sa grand-mère. Elle raccroche aussitôt le FaceTime avec ses copines et appelle sa mamie qui malheureusement ne répond pas. Et je le rappelle, sa mamie, sa grand-mère, elle est juste à une chambre ou 2 de la salle de bain, sauf que Morgane, elle n'a pas envie de crier parce que s'il y a quelqu'un, ça peut être un peu dérangeant. Donc Morgane décide de pas faire de bruit et de prendre son courage à 2 mains et sort de la salle de bain. Et encore une fois, toujours personne dans le couloir et surtout, elle va dans la chambre de sa grand-mère, mais celle-ci est vide, il n'y a personne. Et c'est au même moment que Morgane va entendre sa grand-mère hurler de peur au rez-de-chaussée. Morgane va alors se précipiter à descendre les escaliers et va tomber nez à nez avec sa grand-mère ainsi qu'un homme cagoulé. Morgane explique que l'homme cagoulé tient dans sa main un grand sac où on peut y voir plusieurs colliers, plusieurs bijoux de valeur
il dépassait. Et là, tout va se passer très vite pour Morgan et sa grand-mère qui vont voir l'homme cagoulé sortir une arme à feu et la pointer en leur direction. Morgan nous indique qu'à ce moment-là, elle est tétanisée, alors que sa grand-mère n'a visiblement pas peur et s'approche de l'homme pour récupérer ses affaires volées. Alors visiblement, l'adrénaline a fait effet pour la grand-mère de Morgan. Mais c'est alors que l'homme cagoulé donne un énorme coup sur la tête de la grand-mère de Morgan, qui va alors un petit peu tomber dans les vapes, tomber dans les pommes. Et donc l'homme cagoulé ordonne à Morgan de s'attacher avec sa grand-mère et de donner son téléphone pour qu'elle ne prévienne pas la police. Morgan malheureusement s'exécute et elle indique qu'une fois qu'elles étaient attachées, elle a été surprise de voir que l'homme cagoulé a pris son temps pour inspecter toute la maison et remplir son sac d'objets de valeur. Et ce que Morgan ne comprend pas, et moi aussi par la même occasion, c'est comment on peut rentrer chez quelqu'un, se faire repérer, mais continuer à voler comme ça en étant un petit peu zen comme il est. Et alors que Morgan aurait préféré qu'il s'en aille de suite, elle explique que chaque seconde passée, attachée à sa grand-mère, avec un homme armé et cagoulé dans la maison, est en fait un véritable supplice. Et alors que plusieurs minutes se passent, Morgan et sa grand-mère, qui se remet tout doucement du coup de crosse un peu qu'elle a reçu, entendent toquer à la porte. Et coup de bol pour Morgan et sa grand-mère, car c'est en fait la police qui intervient suite à un appel de 3 jeunes filles. Et ces 3 jeunes filles, c'est bien les amis de Morgan qui ont décidé d'appeler immédiatement la police après que Morgan ait raccroché. Les policiers vont alors rentrer dans la maison, attraper l'homme cagoulé qui tentait de sortir de la maison depuis l'étage. Et c'est ainsi que va se terminer cette histoire qui restera un véritable traumatisme pour Morgan et sa grand-mère. Et Morgan explique dans son thread qu'elle se sent vraiment chanceuse d'avoir 3 amis comme ça, qui n'ont pas pris les choses à la rigolade et qui ont préféré contacter tout de suite la police au cas où. Et pour terminer cette histoire, moi je dis tant mieux que le voleur, il se soit fait attraper. Le fait qu'il soit resté zen après être repéré et qu'il ait continué à voler, ça a été son erreur, son défaut. Et tant mieux franchement qu'il se soit fait choper par les flics. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Bon, les amis, pour cette seconde histoire, sachez qu'elle est juste horrible. Et tous les parents, encore une fois, qui vont regarder cette vidéo, vont encore être en PLS. Cette histoire suit donc Marine et Julien, en couple depuis 7 ans, et parents d'une petite jeune fille qui s'appelle Zara. Alors, elle s'appelle comme une marque de vêtements, mais il n'y a pas de problème. Et Marine, qui nous raconte l'histoire, explique qu'ils vivent ensemble dans une zone pavillonnaire assez tranquille dans la banlieue parisienne. Ils vivent dans une maison individuelle entourée d'un jardin. Marine explique aussi qu'ils aiment beaucoup les animaux et qu'ils ont un chien, un Golden Retriever, ainsi que plusieurs poules au fond de leur jardin. Et j'avoue, ça doit être le chien qui doit être super content là-dedans. Et l'histoire que raconte Marine se passe au mois de juillet, lorsque notre couple décide d'organiser une bonne petite soirée barbecue. Et la soirée se passe en famille, les parents de Julien sont là et tout le monde passe un super moment. Et alors qu'il est 22h30, la nuit est tombée et il fait donc très sombre. C'est donc naturellement que Marine et Julien débarrassent la table et décident de poursuivre la soirée dans la maison. Cependant, quand vient le moment de rentrer, Julien explique que leur chien commence à aboyer en direction du jardin, au niveau donc du poulailler. Et Julien explique que c'est pas inhabituel qu'il aboie sur les poules, mais que dans ces moments-là, pour ne pas déranger les voisins, il rappelle son chien pour qu'il arrête et rentre dans la maison. Sauf que cette fois, leur chien ne répond pas aux appels et continue à aboyer vers le fond du jardin. Julien va rentrer son chien un peu de force, puis par précaution, va aller avec son père dans le fond du jardin pour checker quand même s'il y a quelque chose qui va pas. Et là, vous en doutez, Julien et son père, ils voient rien, mis à part quelques poules qui bougent. Et c'est alors qu'ils vont retourner vers la maison, qu'ils vont entendre un bruit de craquement, une sorte de branche qui craque. Et à nouveau, Julien et son père se retournent et regardent en direction du poulailler et voient tout simplement une poule qui marche assez vite. Alors ok, c'était juste une poule, et vous savez que dans ces moments-là, on est souvent un peu dans le déni, ou du moins on n'ose pas croire qu'il y a vraiment quelque chose. Et donc Julien et son père poussent un petit rire nerveux. Parce que vous allez voir que la poule, elle n'a pas bougé par hasard. Bref, ils rentrent dans la maison. Les parents de Julien ne tardent pas avant de rentrer chez eux. Et là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Marine part coucher leur fille Zara de 4 ans, puis comme à son habitude, allume le babyphone. Elle dit que c'est une vieille habitude qu'elle a gardée depuis qu'elle est petite et qu'elle dort bien mieux quand elle sait qu'elle a son babyphone près d'elle. Elle installe donc le babyphone sur le rebord de la fenêtre. Bref, de toute façon, on n'est pas là pour juger. Si ça permet de se sentir mieux et plus en sécurité, eh bien tant mieux. Puis ensuite, Marine et Julien se rejoignent dans le lit pour dormir et être en forme pour le lendemain. Sauf qu'environ 1 heure plus tard, Marine elle est réveillée. Et elle précise qu'elle ne sait pas comment ni pourquoi, mais elle s'est réveillée à ce moment-là. Et vous allez voir que c'est peut-être un peu l'instinct maternel. Marine en profite pour aller boire un verre d'eau, puis retourne se coucher. Sauf que lorsqu'elle rentre dans son lit, elle check rapidement le babyphone. Et à sa grande surprise, elle découvre que celui-ci ne filme plus. L'écran est tout noir. Et évidemment, ça a pour effet d'inquiéter Marine, car elle ne comprend pas comment le babyphone pourrait tomber, c'est pas logique. Et vous savez, dans ces moments-là, c'est un peu comme quand on doit faire pipi la nuit, on va pas se rendormir comme si de rien n'était.
il faut que Marine aille checker que son enfant va bien. Marine va en direction de la chambre de Zara et ouvre la porte. Mais lorsqu'elle essaye d'ouvrir la porte, celle-ci, elle est bloquée par quelque chose derrière. Et ça a pour effet immédiat de mettre en panique Marine, qui sent que quelque chose ne va pas. Elle commence alors à crier, à hurler de toutes ses forces après son bébé, et Julien, du coup, il est automatiquement réveillé par les hurlements de sa femme, et rejoint donc Marine, et ensemble, ils enfoncent la porte, ils défoncent la porte pour essayer de rentrer. Et Julien explique que ça a été très compliqué, car en fait, il y a un meuble qui faisait barrage devant la porte de Zara. Et quand ils arrivent enfin à rentrer dans la chambre, Marine se rue sur leur fille Zara. Marine se retourne et voit donc du coup Julien bouche bée. Et Julien regarde en direction de la fenêtre et voit celle-ci grande ouverte. Plusieurs choses au fil des minutes vont interpeller Marine et Julien. À commencer du coup par la fenêtre, qui est grande ouverte avec les rideaux pointant vers l'extérieur. Mais aussi par un meuble qui était positionné devant la porte d'entrée, et Marine explique juste au cas où que c'est bien sûr trop lourd pour que leur petite fille s'amuse à se réveiller en pleine nuit pour déplacer ça. Et dernière chose, le babyphone, qui n'est pas juste tombé. On pourrait éventuellement penser que la fenêtre était ouverte et que le vent a fait tomber le babyphone, mais non. Le babyphone était bien là sur le meuble, comme elle l'avait posé Marine, sauf qu'il était retourné contre le mur plutôt que vers Zara. Alors je vous laisse apprécier les détails qui, moi, me font froid dans le dos. Et c'est pas tout. Marine et Julien vont discuter avec leur fille Zara, qui pour le coup ne paraît pas consciente de ce qui vient de se produire. Zara va expliquer qu'il y avait une dame qui est entrée par la fenêtre et qui lui a ensuite chanté des berceuses. Alors stop, pas besoin d'en dire plus, c'est juste horrible. Moi j'imagine le truc avec une inconnue qui se pointe dans la chambre de mon enfant par exemple et qui n'a probablement pas de bonnes intentions, on va pas se le cacher, et qui au final berce ton enfant. Et je pense en fait juste que c'est horrible, je pense que vous allez comprendre la situation, c'est un supplice d'imaginer ça. Et malheureusement, pour finir sur l'histoire de Marine et Julien, on n'en sera pas plus. On se doute qu'ils ont porté plainte, qu'ils ont essayé de mettre plus de sécurité chez eux, mais je pense qu'un truc comme ça, c'est dur de s'en remettre. En tout cas, si vous êtes mère de famille ou père de famille, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que être cambriolé, c'est une chose, mais savoir qu'une femme a rendu visite en pleine nuit à son enfant, ça doit vraiment être très très chaud. Bon, vous en avez pensé quoi de cette histoire? Je vous laisse me dire en commentaire. Encore une fois, moi j'enchaîne avec la troisième et dernière histoire de cette vidéo. Bon, et pour cette troisième et dernière histoire, les amis, on va partir sur l'histoire de Mélissa, qui travaille en tant que commerciale pour une société de sopalin. Bon, ce détail ne sert à rien, mais je vous le dis quand même. Mélissa explique qu'elle habite à Paris et qu'elle vit seule dans un appartement. Mélissa indique qu'elle fréquente depuis quelque temps un homme de son âge qui se nomme Tristan. Sauf qu'en arrivant un soir chez Tristan, elle le surprend en train de surveiller son ordinateur portable, et ça pour Mélissa, c'est trop. Mélissa explique que depuis quelque temps, avec sa relation avec Tristan était pas au top, mais ça c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et Mélissa d'ailleurs va découvrir en fait que depuis plusieurs semaines, Tristan la surveille et la stalk, et ça lui plaît pas du tout. En fait, le comportement trop jaloux de Tristan va donc pousser Mélissa à annoncer la fin de la relation, la rupture amoureuse. Et du coup, après de longues discussions et d'explications, Mélissa quitte le domicile de Tristan, et Tristan va tenter alors désespérément de récupérer Mélissa, mais malheureusement, ça va pas fonctionner. Parce que pendant plusieurs jours, Tristan va faire ce qu'on appelle un peu un interdit, c'est d'envoyer des tonnes de SMS pour demander non pas si elle va bien, mais qu'est-ce qu'elle fait, ce qu'elle fait, qui elle voit depuis la rupture. Donc vous imaginez bien quelque chose de très intrusif, et ça va dégoûter encore plus Mélissa qui supporte plus le côté jaloux et oppressant de Tristan. Mélissa va donc profiter pour le bloquer afin d'être plus tranquille, car les notifications de SMS de Tristan, elle en peut vraiment plus. Et Mélissa, pour faire face à la rupture, elle va sortir plus souvent voir des copines et se défouler aussi par la même occasion. Et ça va durer plusieurs semaines, comme ça, sans nouvelles de Tristan. Et c'est tant mieux pour Mélissa. Et on va donc faire du coup un bond dans le temps dans cette histoire. On est donc un vendredi soir quand Mélissa se présente dans un bar de Paris pour aller voir son amie Julie. Les deux vont discuter ensemble, quand soudain Mélissa tourne le regard et voit entrer un homme dans le bar. Et à sa surprise générale, Mélissa peut apercevoir Tristan qui rentre dans le bar. Son regard se pose sur Mélissa qui préfère, elle, tout de suite détourner le regard et regarder vers sa copine. Alors, on pourrait croire que Tristan est venu voir des amis à lui, mais pas du tout. Mélissa explique qu'elle voit du coin de l'œil que Tristan il s'est posé au bar à quelques mètres d'elle et discute avec le barman. Donc elle indique qu'il parle au barman et qu'en plus de ça, il lance constamment son regard en sa direction. Ça met du coup très mal à l'aise Mélissa, vous le comprendrez, qui demande à son ami de partir dans un autre bar. Et tout naturellement, sa copine elle comprend, elle accepte et elles finissent donc leur verre puis décide de partir. Et pour éviter d'être suivie par Tristan, elle décide de ne pas aller dans un bar, mais plutôt chez Julie, là où elles seront tranquilles, à l'abri des regards. Et Mélissa nous raconte qu'elles vont continuer la soirée à se raconter de petits potins, puis qu'ensuite elle va rentrer chez elle. C'est alors qu'il est 2h du matin, elle descend de l'appartement de Julie, puis prend la direction de son appartement, qui a une dizaine de minutes à pied. Elle explique que c'est un quartier plutôt tranquille, donc elle fait tout le chemin à pied plutôt que prendre un Uber. Sauf qu'à la première intersection, elle peut remarquer au loin un homme. Et cet homme, c'est de nouveau Tristan, qui se trouve à
à une intersection. Et ce qui embête Mélissa, c'est que ce chemin, si elle ne le prend pas, si elle passe pas par là, elle doit faire un énorme détour pour rentrer chez elle et elle n'a pas le temps, il est 2h du matin, il faut qu'elle rentre pour aller dormir. Et de toute façon, à peine elle a le temps de se poser la question qu'elle voit Tristan l'interpeller au loin. Il arrive tout souriant et étrangement il est très gentil. Il dit que c'est un pur hasard qu'il se trouve là et il dit qu'il y a quelques minutes pour l'accompagner chez elle afin qu'elle soit pas toute seule dans les rues de Paris en pleine nuit. Mélissa décline, mais elle sent que petit à petit le comportement de Tristan change et qu'il est de plus en plus insistant. Et par chance, elle peut voir un taxi au loin qui est libre et va donc décider de lever la main, l'interpeller pour monter dedans. Mélissa arrive donc à se débarrasser de Tristan, sauf que ça va pas s'arrêter là. Tous les jours, en allant au boulot, tous les soirs, quand elle sort voir des copines, elle va tomber sur Tristan, que ce soit dans les bars ou lorsqu'elle va chez ses amis, Tristan est partout. Et ça va durer des semaines et des semaines. L'ambiance est donc de plus en plus glauque, car peu importe où Mélissa va, Tristan arrive toujours à savoir où elle est. Et toute cette histoire va se terminer un matin, alors que Mélissa se prépare pour aller au boulot. Elle descend de son appartement et quand elle ouvre la porte de son portail, elle tombe nez à nez avec Tristan. Et d'habitude, il essayait juste de lui parler et souvent ça s'arrêtait là. Sauf que cette fois-ci, il est extrêmement calme. Il se place à une dizaine de mètres de Mélissa, puis continue de la suivre tranquillement. Et Mélissa, elle explique qu'elle avait souvent l'habitude de le remballer et lui dire de partir, mais que cette fois, elle en avait marre. Il était 6h45 du matin et elle voulait juste aller tranquillement à pied au boulot et elle n'avait pas le courage de le remballer. Mélissa avance, sachant pertinemment que Tristan n'est pas loin derrière elle, et Mélissa va tourner du coup, comme à son habitude pour aller au boulot, à une intersection, puis d'un coup, elle sent qu'il y a une main qui lui cache les yeux et recouvre sa bouche. Elle est alors prise, vous en doutez, par Tristan, qui est littéralement pris d'une pulsion. Il attrape Mélissa et la tire vers une voiture garée sur le côté. Alors Mélissa n'est plus sûre au moment où elle raconte l'histoire, mais elle est persuadée que c'est sa voiture et qu'il la tire en direction du coffre. Mélissa se débat tant bien que mal et elle arrive à lancer son plus grand coup de pied dans les bijoux de famille de Tristan et c'est ce qui va donc lui laisser quelques précieuses secondes pour courir en direction opposée. Et on va dire par chance, elle va croiser un peu plus loin 2 agents de sécurité qui s'occupent d'un immeuble. Elle va alors les interpeller et leur expliquer ce qui se passe et vont tout de suite venir en aide à Mélissa. Ils vont alors voir Tristan proche de sa voiture et se diriger vers lui pour lui expliquer gentiment qu'on ne traite pas les femmes comme ça. Alors non, je déconne, ils vont simplement lui mettre la dérouillée de sa vie qui n'est pas prêt d'oublier. Et après que Tristan se soit fait un peu dérouiller, Mélissa elle explique qu'elle n'a plus jamais vu Tristan de sa vie et que c'est tant mieux. Sauf qu'il reste tout de même un mystère à cette histoire. Comment Tristan a-t-il pu savoir où elle était tout le temps comme ça? Eh bien, Mélissa, en parlant autour d'elle de ce qui lui est arrivé, s'est rendu compte que le partage de position était activé sur son téléphone et que tout ça était partagé avec, devinez qui, Tristan. Bon, prenez tous 2 minutes là pour désactiver votre partage de position, que ce soit sur Snapchat, Instagram ou tout, on sait jamais. Bon, et c'est la fin de cette histoire et je vous avoue, c'était pas vraiment un thread d'horreur, mais je la trouvais tout aussi intéressante de savoir qu'il y a des personnes qui peuvent stalker à un point où en fait ça empiète sur votre vie privée. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus, je vais checker d'autres histoires à vous raconter sur la chaîne du Joker. En tout cas, si vous avez aimé, pensez à vous abonner, à mettre un petit like. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.